Dimanche 5 janvier 2025. Bonne année à tous. Bonne année d'abord à nos invités qui sont avec nous aussi. Nous vous souhaitons une excellente année 2025 de paix, de sécurité, d'amour et surtout de bonheur à vous et à vos familles. Et surtout, merci pour votre disponibilité souvent à venir à cette émission à l'honorer. Merci de nous honorer d'être là avec nous. Et bonne année aussi à tous les auditeurs et téléspectateurs d'ITV, à tout le monde, à tous les Sénégalais, qui 2025 soit une année de prospérité, de paix, de santé et surtout d'amour et beaucoup d'argent pour tous les Sénégalais. Ils en ont besoin. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, sommes avec Selina Alioundiaï, économiste et consultant. Nous sommes aussi avec Brian Gay, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion, Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, monsieur, d'être avec nous. Le budget a été voté par l'Assemblée nationale, le budget 2025. Il y a eu beaucoup de polémiques et de débats autour du budget. Certains analystes en parlent, d'autres pensent que c'est un budget de fonctionnement, d'autres parlent de budget d'investissement, d'autres parlent d'un budget aujourd'hui qui va créer une grande dette pour le Sénégal. Le débat est là. Euh, Professeur Ibrahim Gueye, quelle lecture faites-vous du budget 2025? Merci Alassane, merci M. Ndiaye, que je salue. Profite aussi de cette occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos concitoyens et concitoyennes. Que cette année 2025 soit une année de paix, de concorde nationale, une année qui voit le Sénégal se mettre sur le chantier de la croissance voulue et que ce soit une prospérité partagée par tous les Sénégalais. Amen. Que la santé aussi se répande partout. Alassane, le budget présenté par le gouvernement, je considère que c'est le budget Djoubanti. Donc le président de la République a lancé le slogan Djoub, Djoubel, Djoubanti. Djoubanti parce que avec l'ambition d'avoir en 2026 un budget à base zéro, ce qui veut dire un budget qui partirait dans le sens de s'engager sur la mise en œuvre des projets structurants de la vision Sénégal 2050. L'État souhaite, durant cette année 2025, remettre tout à plat pour se lancer véritablement en 2026 dans la mise en œuvre de son projet. Donc, l'année 2025, telle qu'on le voit à travers le budget, est une année de Djoubanti. Maintenant, comme on le dit en Wolof, le risque est grand quand on cherche à Djoubanti, parce que c'est là où on peut casser. C'est la raison pour laquelle je considère qu'il est possible que cette année 2025 soit une année de tension, une année de résistance au changement, une année de difficulté si on ne s'y prend pas avec toute la pédagogie qui s'y est. Il faut beaucoup communiquer, il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup partager pour que les Sénégalais puissent comprendre pourquoi le budget a été configuré de la sorte. J'espère qu'avec les différentes officines qui tournent autour du gouvernement, on aura les arguments nécessaires pour pouvoir porter ce discours explicatif, ce discours pédagogique qui permet aux Sénégalais de comprendre. Maintenant, il y a des choix qui sont faits. Je pense qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le budget soit défini de sorte à ce qu'on voit immédiatement l'ambition. Parce que, comme on l'a dit, il faut faire le travail de Djoubanti nécessaire. C'est la raison pour laquelle tout le débat qu'il y a aujourd'hui autour de la question de la dette, quand on veut Djoubanti, il faut avoir des mécanismes d'ajustement. Donc il était important que l'État du Sénégal puisse aller dans le sens d'avoir une assise de complément, parce que le déficit budgétaire est conséquent. Il fallait aussi avoir des possibilités pour pouvoir financer un certain nombre de choses. Je pense que ce n'est pas un budget sur lequel on peut se référer pour comprendre véritablement les ambitions de notre gouvernement. Comme je le disais tantôt, c'est un budget de Djoubanti. Ouais. Célina, quelle est votre lecture du budget? Merci beaucoup, Alsan. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous me permettrez bien sûr, comme vous l'avez fait, et M. Gay, de présenter mes meilleurs voeux de bonnes et heureuses années à tous vos auditeurs et à tous vos téléspectateurs. Que cette année soit une année, bien sûr, de prospérité, de santé et de bonheur personnel et familial. Je retourne aussi les salutations très cordiales
au professeur Guèye. Maintenant, concernant le budget, je pense que on peut faire une analyse aussi bien sur la forme que dans le fond. Sur la forme, effectivement, il y a eu une certaine accélération du calendrier électoral qui a fait que le budget peut-être a pu être voté dans un délai très court, ce qui a fait que les débats nécessaires qui devaient l'accompagner n'ont pas eu lieu. Maintenant, ça, c'est quelque chose, peut-être c'est dans le domaine de l'analyse politique ou politicienne. Maintenant, dans le fond, moi, j'ai un certain scepticisme et je ne partage pas vraiment l'analyse de mon co-débatteur. Je trouve que c'est un budget normalement qui devrait s'inscrire dans le Jubal Jubanti, mais je crains que la trajectoire et surtout le schéma conceptuel dans lequel ce budget a été élaboré soit à peu près le même que pour le régime précédent. Je m'explique. On a un budget de 6 614 milliards en dépenses et de 5 014 milliards en recettes, ce qui fait un déficit autour de 1 600 milliards. Maintenant, moi, d'abord, il faut parler de la LFR, hein, parce qu'on avait d'abord une première LFI qui avait estimé, et ça, c'est toujours les mêmes personnes au ministère des Finances qui avaient estimé un déficit autour de 840 milliards. Le déficit, et c'est énormément, à 3,9, mais le déficit est énormément creusé. On est maintenant autour de 2362 milliards selon la LFR. En termes d'endettement, le Sénégal a fait 2 eurobonds. Le Sénégal aussi a eu une fin de non-recevoir du FMI vers la fin de l'année, ce qui a créé un gap de trésorerie de presque 300 milliards pour lequel le Sénégal a été obligé de faire beaucoup d'émissions, d'émissions sur le marché financier régional, notamment dont la dernière, c'est au mois de décembre, le 27 décembre, où le Sénégal, pour la première fois, a emprunté 165 milliards à un taux supérieur à 7,30%. Donc ça montre qu'il y a une très grande tension de trésorerie, il y a un pilotage du budget qui mérite que cette année-là, que les sachants se penchent dessus pour vraiment regarder les choses. Moi, j'ai pris le budget, je l'ai étalé. J'ai regardé le budget dans tous ses sens, mais j'ai quelques inquiétudes. D'abord, comme je l'ai dit, le cadre conceptuel de l'endettement extérieur étranger est toujours la matrice dominante, malheureusement. Le budget 2025, il y a un endettement qui est estimé, et ça, c'est les chiffres officiels publiés par la direction de la dette publique dans le document qui s'appelle la stratégie de gestion de la dette. Il y a un endettement prévu de 4 573 milliards de francs CFA. 0,9. Donc, bien sûr, professeur, vous ajoutez même la virgule 9. Donc, ça fait presque 13 milliards d'endettement par jour, ce qui est énorme. Ce qui est absolument énorme. Et dans cet endettement-là, bien sûr, il y a un fléchage, 41% pour l'endettement extérieur, pour le financement extérieur, et puis 59% pour le financement avec le marché financier régional, et puis tout ce qui est financement en monnaie locale. Dans ces 41%-là de financement extérieur, 50% c'est des eurobonds encore. Les fameux eurobonds qui nous ont coûté extrêmement cher et qui aussi témoignent d'un héritage, et ça il faut le dire, d'un héritage de l'actuel régime vis-à-vis du régime précédent qui a été dans une très grande bamboula des eurobonds. Et ce budget est frappé du coin du mur de la dette. Et ça, moi, j'ai alerté dessus depuis le mois d'avril 2024. Très tôt, on a alerté les autorités pour dire que le Sénégal va payer en 3 ans, 2025, 2026, 2027, 11 000 milliards de francs CFA de dette. Parce qu'on a fait des eurobonds en 2014, on a fait des eurobonds, etc., qui sont arrivés à échéance et il faut payer. Et tout le monde sait que sur le marché financier mondial actuellement, avec la hausse des taux d'intérêt, la hausse des taux directeurs, que ce soit la Fed ou la Banque Centrale Européenne. Pour la Fed, on parle de 500 points de base. Pour la banque BCE, on parle de 400 points de base. Le renchérissement du dollar fait que les eurobonds et la charge de la dette et des intérêts, c'est une charge qui pèse énormément. Vous avez vu dans la LFR, et c'est la LFR qui le dit, vous savez combien le Sénégal a payé de plus sur tout ce qui est intérêt et risque de change sur notre dette extérieure en 2024? Je vous le dis, 245,6 milliards de francs CFA. De plus. De plus. Donc, c'est pour vous expliquer que ce budget-là, moi, je pense qu'il y a la volonté politique qui a été un peu la matrice, mais
j'ai un scepticisme sur l'audace économique de ce budget-là. Je trouve que c'est un budget qui s'inscrit dans la continuité, malheureusement, qu'il n'est pas frappé vraiment de rupture en tant que macroéconomiste. Je ne pense pas que la rupture soit vraiment là. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. Si vous prenez le budget des ministères, moi, je suis très surpris par le fait que le budget du ministère des Finances et du Budget a doublé. Et c'est le deuxième poste budgétaire quand vous prenez la répartition sur les ministères. Or, l'ambition qui a été portée pour le Jubal Jubanti, c'est d'investir massivement dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans le secteur primaire, de lutter contre la vie chère, en investissant très fortement dans le secteur du commerce et de l'industrie, et aussi d'investir dans l'emploi et l'employabilité de la force de la jeunesse, qui, je le rappelle, représente 3/4 de la population sénégalaise. Donc, un budget élaboré, selon moi, selon le même schéma conceptuel, qui est frappé du coin de l'endettement et d'un financement extérieur, qui demain, avec le nouveau déclassement du Sénégal, le Sénégal n'aura plus de prêts constitutionnels, etc. On est très exposé aux chocs exogènes. Et moi, c'est une grande inquiétude que j'ai par rapport à ce budget-là. Ça, c'est une grande question, surtout la dette. On a vu certains dire, au niveau des PASTEF, dire que la dette, c'est 11 000 milliards de francs CFA. D'autres, au niveau de l'APR, avec Malick Ndour, parlaient de 23 000 milliards en 2029. Comment le Sénégal peut supporter cette dette? En fait, l'encours de crédit du Sénégal en 2025 après amortissement est estimé à plus de 18 000 milliards en 2025. Ça, c'est l'encours de crédit après amortissement. Je suis d'accord avec M. Ndiaye que le budget est élaboré selon les mêmes schémas sur le plan des hypothèses de base. Ça, c'est vrai. Et je ne pense même pas qu'on parle de choses différentes. Mais je considère que par rapport à l'ambition, le fait d'arriver à un budget à base zéro en 2026, c'est un budget de Jubanti. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils avaient le choix? Est-ce qu'ils avaient le choix? On nous a proposé dans le projet de budget et dans la déclaration de politique générale du Premier ministre d'avoir d'autres pistes de financement avec les fameux patriotes bonds ou les diaspora bonds, les soukouk et autres. C'est pertinent, mais le constat reste, le Sénégal est très dépendant du financement extérieur. Ça, personne ne peut dire le contraire. On est totalement d'accord. Maintenant, que faire? Et je pense que c'est sur cette question-là qu'il faut se focaliser. Et moi, je lis le budget pas comme un budget qui reflète l'ambition déclarée de Jubal Jubanti. Je regarde le budget comme étant un budget de Jubanti. C'est pour ça que j'insiste sur le mot, c'est le budget de Jubanti, avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Je dis encore une fois que 2025 pourrait être, dans beaucoup de secteurs, une année difficile. Est-ce que le fait que le Sénégal soit aujourd'hui, le gouvernement parle sur un processus sur 5 ans, le fait que le Sénégal ne soit plus partie des paiements, qui fait que sur le plan international, les crédits concessionnels ne seront plus faits pour le Sénégal, est-ce que ça ne peut pas compliquer davantage la situation? Mais bien sûr. Maintenant, après, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, absolument. Soit on veut rester pays très endetté et rester dans une configuration assez facile d'appui, ou bien on a de l'ambition. Bon, le hasard fait que ça tombe cette année avec ce gouvernement-là. Moi, je suis tenté même de dire, tant mieux, souffrons en 2025 de manière intense pour sortir la tête de l'eau. Souffrons suffisamment, mais il faudra avoir le discours qu'il faut, la pédagogie nécessaire, les possibilités de persuasion qui soient suffisantes, de sorte à amener le peuple à comprendre qu'il y a une ambition devant nous qui pourrait être une bonne situation, une bonne solution. Mais oui, effectivement, 2025, on ne peut pas considérer 2025 comme une année de référence. Mais comment gérer en même temps l'ambition des jeunes, leur impatience à trouver du travail? Parce que si on regarde les chiffres aujourd'hui d'immigration aux îles Canaries, il y a eu au moins 5 886 Sénégalais qui sont arrivés aux îles Canaries. C'est une très bonne question. Et c'est là où, pour moi, le gouvernement manque, et je suis d'accord avec M. Ndiaye tout à l'heure, d'ambition en reproduisant le même schéma institutionnel qu'antérieurement, notamment sur le plan des instruments de soutien à l'économie.
on ne peut pas rester avec le même schéma institutionnel. Il est anormal d'avoir, comme ce fut le cas, Qu'est-ce de produire les mêmes résultats? DER, FONSIS, BNE, ADPME, ça ne reflète pas une ambition de rupture véritablement. Moi, c'est ça qui me pose problème. Aujourd'hui, je considère qu'il est important de créer un instrument spécifiquement dédié au financement des entreprises industrielles à forte capacité de main-d'œuvre. Cette ambition-là n'est pas déclamée dans même dans la déclaration de politique générale, ce n'est pas ressenti de manière intense. On a l'impression qu'il fallait ôter certaines personnes de certaines responsabilités et de mettre à la place d'autres qui sont beaucoup plus en phase avec le régime actuel. Et c'est là où je dis qu'il y a un manque d'ambition et surtout une non-compréhension des dynamiques sociétales. Et sur ce plan-là, oui, je suis d'accord, tant que ces changements ne sont pas faits et tant que 2025 n'est pas utilisé véritablement en termes de Djoubanti pour restructurer, je ne vois pas d'issue. Et ça, je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que le budget permet d'investir dans les secteurs productifs comme l'agriculture, comme l'élevage, l'emploi des jeunes? Est-ce que quand on lit le budget, on a l'impression qu'il est orienté dans ce sens-là? Alors, juste pour rebondir d'abord sur ce que dit le professeur et avec lequel je suis extrêmement d'accord, je pense que actuellement l'enjeu principal c'est d'investir massivement dans ce qu'on appelle les secteurs chimaux, les secteurs à haute intensité de main-d'œuvre. Et malheureusement, avec la continuité et le continuum qui est en train d'être fait sur la même approche conceptuelle du budget du régime précédent et le nouveau budget, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est complètement noté. Maintenant, tout à l'heure, vous avez posé une question très intéressante sur le déclassement du Sénégal en tant que pays qui sort maintenant de la zone rouge des pays les moins avancés. Ça peut quand même éperonner un peu notre fierté nationale, mais ça vient avec des responsabilités. Ouais. J'ai regardé tout à l'heure, quand vous prenez le tableau de financement de la loi des finances initiale 2025, les financements concessionnels ou semi-concessionnels représentent 40%. 40% du budget prévu. Et on sait qu'un budget, c'est des prévisions de recettes sur des engagements de dépenses. Donc maintenant, quand le Sénégal sort de la tête de l'eau, on n'a plus cet accompagnement-là concessionnel. Le Sénégal, maintenant, n'a pas vraiment des filets de sécurité de la part des institutions de Bretton Woods. Et on est très sensible à des chocs extérieurs. Demain, on a un choc extérieur. Les conditions de financement qu'on a prévues sur tout ce qui est concessionnel et semi-concessionnel, si on ne les a pas, ça risque d'être extrêmement compliqué. Mais l'alternative, c'est de produire. Oui, pour ne pas subir. Mais c'est ce que je vais dire. Maintenant, moi je suis... si vous prenez le budget, les 2 tiers du budget, à peu près, entre les salaires, c'est 1485 ou 800 milliards, et les dépenses de fonctionnement, donc tout ce qui est achat de voitures, transfert courant, achat de biens de services, ça tourne autour de 4500 milliards ou même plus. Donc 2 tiers du budget sont consacrés à du fonctionnement et juste 1 tiers. C'est ça le problème. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je suis parfaitement d'accord avec M. Gueye que 2025 devrait être une année de Djoubanti. Devrait être une année où on met vraiment le curseur sur les vrais enjeux. On en parlé. C'est l'emploi, la cherté de la vie, l'industrie, l'industrialisation du pays, avec des investissements très lourds dans des chimaux, des secteurs à haute intensité de main-d'œuvre. Puisque la question de l'emploi et de l'employabilité au Sénégal est une question vitale. Vitale. Le chômage actuellement est en train de fracasser le tissu social. Et les Sénégalais actuellement, avec la vie chère, c'est un vrai souci. Mais malheureusement, je crains que ces soucis-là n'aient été pris en compte dans la LFI 2025, qu'on a pu regarder, disséquer dans tous ces éléments. Et malheureusement, moi je vous dis, quand vous prenez le fichier, vous prenez la répartition du budget par ministère, par exemple, vous verrez que le budget numéro 1, c'est le budget de l'éducation nationale, qui est à 975 milliards. Mais le deuxième budget du Sénégal, c'est le budget du ministère des Finances et du budget. Mais pourquoi? Pour payer les intérêts. C'est ça, c'est à peu près 825 milliards. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est le budget de l'administration encore. L'administration sénégalaise et la bureaucratie sénégalaise,
c'est à peu près 180 000, 200 000 personnes, mais ça bouffe tout le budget. Tout le budget passe en fonctionnement, achat de voitures, transfert courant, etc. Alors qu'on a besoin d'investissement, alors qu'on a besoin de flécher l'argent collecté des Sénégalais et l'endettement, de le flécher vers des projets rentables, bancables, pour le plus grand bonheur de tout le pays. Mais non pour une petite minorité de 200 000 personnes qui sont des fonctionnaires. Et surtout, je termine là-dessus. Vous savez, l'ANSD a dit qu'au Sénégal, la population active est de 10 millions. Donc les gens qui ont entre 15 et 60 ans. Sur ces 10 millions-là, à peu près 25% sont au chômage. Officiellement, c'est ce que dit l'ANSD. Donc, il y a 2,5 millions qu'il faut sortir. Il reste 7,5 millions. Sur les 7,5 millions, les fonctionnaires assimilés et tout, ils sont 180 000, 200 000. Le secteur privé, 300 000. Formel. Donc, ça fait à peu près 500 000 contrats autour. Tout le reste, les 7 millions, c'est les menuisiers, mécaniciens, maçons, c'est le lumpen prolétariat. C'est vraiment les Sénégalais qui se débrouillent du jour au lendemain, qui vont chercher leurs dépenses quotidiennes, etc. Et ces Sénégalais-là, c'est la majorité. Et il faut faire de telle sorte que ces Sénégalais-là sentent dans le budget qu'il y a des opportunités, qu'il y a du travail, qu'il y a de l'emploi, qu'il y a des pistes, qu'il y a des solutions pour leurs problèmes. Et malheureusement, avec cette charge colossale de la dette qu'il faut payer, parce que cette année, on va payer 936 milliards d'intérêts et de commissions, entre guillemets, rétrocommissions éventuellement, et surtout, on va payer 2923 milliards de principal. Et ça, c'est un héritage du régime passé, mais c'est aussi une orientation de ce régime-là. Mais quel est le problème que les gens ont de changer, d'être plus audacieux dans la confection du budget? Pourquoi il y a cette sorte de continuum alors qu'on parle de rupture? En fait, moi, je vais essayer de faire bon professeur d'université et d'être pédagogue. C'est comme un père de famille. Vous avez votre salaire, vous avez des dépenses incompressibles. Il faut donner à manger aux enfants, il faut payer le loyer, il faut supporter les dépenses de transport, etc. C'est ça qu'on appelle le budget de fonctionnement. Ce qui reste, c'est peut-être ce qui vous permet d'avoir un plan d'épargne afin d'avoir une maison ou des choses du genre. Donc, ce sont les dépenses courantes qui sont difficiles. Et c'est là où peut-être je suis d'accord avec M. Ndiaye en disant que l'État devrait revoir ses dépenses de fonctionnement en optimisant sur un certain nombre de postes. Quand on voit que les dépenses de fonctionnement font 48 milliards sur un budget sur un budget d'investissement de 2000 milliards, 2047 milliards, il y a problème dans la mesure où on ne peut pas avoir une ambition de transformation pour un Sénégal souverain, prospère et je ne sais plus l'autre terme là, et ne pas investir. Et tout à l'heure, M. Ndiaye parlait de ces Sénégalais qui évoluent dans le secteur informel. Pour moi, c'est le levier sur lequel il faudrait se baser et sur lequel il faut apporter des ressources cash, de même à les soutenir afin de développer leurs activités. Et 2026 devrait, le budget de 2026 devrait traduire une telle ambition. On ne l'a pas vu dans le budget de 2025. Il faudrait qu'au niveau du budget de 2026, qu'on sente que le Sénégal est tourné vers l'accompagnement de ces acteurs productifs. Et sur ce plan-là, je pense qu'il y a quelque chose à faire véritablement. Pourquoi on a du mal à orienter le budget, comme je disais tantôt? Après, moi, je ne peux pas faire juste une analyse émotionnelle du budget. Je suis obligé de considérer les goulots d'étranglement qui sont là et qui étaient des obligations pour le gouvernement actuel. Il faut payer des salaires, on a trouvé une situation, on a trouvé des dettes, on ne peut pas faire une rupture totale. Comme on a dit tout à l'heure, le Sénégal est arrivé à un niveau où on sort des PMA. Il faut aussi tenir compte des conséquences que cela va induire. Mais oui, après, c'est là où on va sentir un vrai leadership. Moi, ce que je questionne le plus actuellement, c'est la question du leadership. Est-ce que nous avons un leadership suffisamment bien éclairé pour faire des choix qui fâchent, mais des choix capables de nous porter sur un chemin de prospérité, de croissance et un chemin où les Sénégalais pourront voir
voilà, une meilleure situation de vie en tout cas. C'est ça que je questionne le plus. Mais moi, je ne suis pas trop préoccupé par la structure du budget actuel parce que je ne vois pas comment ils auraient pu faire en 2025. Par contre, il faut travailler sur des budgets plus ambitieux pour 2026, 2027, 2028 et que l'ambition prévue en 2029 soit réelle, de réduire le poids de la dette, mettre le Sénégal sur une piste de croissance véritable, augmenter la pression fiscale de sorte à ce que le maximum de Sénégalais puissent partager le poids de la fiscalité. Aujourd'hui, on est en dessous de 18%, alors que la recommandation de l'UEMOA, c'est 20%. Si on veut être un pays à revenu intermédiaire, il faut aller au-delà des 20% et que les Sénégalais partagent le poids de la fiscalité de manière un peu plus importante. C'est une ambition qu'ils ont déclarée. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Ça, c'est une autre question. Le gouvernement a donné des pistes par rapport justement où trouver les moyens. Il parle de diaspora bond, de patriot bond, compter aussi sur la diaspora sénégalaise pour financer l'économie, en parlant d'économie endogène aussi en même temps. Oui, ça c'est une déclamation et c'est une ambition du gouvernement, mais toujours dans le... Et ça, c'est le gouvernement même qui le dit, hein, c'est Patriot Bond ou c'est Diaspora Bond, sujet sur lesquels on a déjà travaillé. Hein. J'ai même eu la chance d'avoir rencontré un étudiant à Paris qui a travaillé sur ça, sur les Diaspora Bonds. Mais dans le document même du gouvernement, le gouvernement reconnaît qu'il y a des préalables d'abord à ça. Et on parle de 1500 milliards par rapport à la diaspora, de mobilisation des ressources. Mais d'abord, il faut une étude de benchmarking. Ensuite, il faut un rapport détaillé pour savoir le fléchage. Parce que la diaspora envoie à peu près 1700 milliards. J'en ai parlé dans mon livre L'angle mort économique. 1700 milliards, c'est plus de 10% à peu près à l'époque. C'était 2 ou 3 fois l'aide au développement. Et c'est plus de 10 fois comment on appelle, c'est presque 10,5% du PIB. Mais on sait que 97% de ces envois-là de la diaspora, c'est pour de la consommation. C'est pour la popote. C'est pour manger, c'est pour payer tout ce qui les ordonnances, consommation, etc. Donc, il faut avoir beaucoup d'ingéniosité pour flécher une partie de cet investissement-là, de ces envois-là, vers de l'investissement productif. Donc, ça s'appelle en français simple un vœu pieux. Sachant que dans le même document, le gouvernement reconnaît dans la loi des finances, mais dans les pages intérieures, que pour mobiliser les 1500 milliards, il y a plusieurs préalables, comme j'ai dit. Une étude benchmarking, comme on appelle, la mise en place d'une institution capable de recueillir ça. On a parlé de la Banque de la Diaspora, mais ça tarde encore. Moi, vous savez, mon impression générale, c'est que peut-être que c'est le temps de l'histoire qui s'accélère, mais j'ai l'impression d'une grande impréparation face aux gens. J'ai l'impression que les choses nous tombent sur la tête, que le budget nous est tombé comme ça, etc. Or, c'est pas... Il y a des gens qui ont alerté depuis. Moi, depuis le mois d'avril, mais j'ai fait une interview ici avec Alassane, j'ai alerté sur le mur de la dette. J'ai alerté sur le fait qu'il y a des mesures comme l'arrêt des chantiers, comme un peu cette prise au collet, je veux dire, ou ce matraquage fiscal qui va faire baisser les recettes. J'ai fait une émission où j'ai dit les recettes peuvent baisser jusqu'à 840 milliards. Et je faisais un débat avec le coordonnateur général du budget, le numéro 2 du ministère, qui refusait ce que je disais. 3 mois, 6 mois plus tard, LFR, chute des recettes de 840 milliards. Augmentation des dépenses de 681 milliards. Déficit à 2362 milliards. Pour moi, il faut que nos autorités écoutent un peu plus. Et surtout, moi, ce que je demande, c'est que la volonté politique soit accompagnée d'une audace économique. L'audace économique, concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire exactement ce qu'on a prévu ou ce qu'on dit, qu'on va prendre l'agriculture, l'élevage, la pêche comme moteur de croissance, que ça soit traduit dans le budget tout de suite. Or, quand vous regardez le budget, vous voyez que l'agriculture a un budget qui est un peu négligeable par rapport à l'ambition qu'on vous donne, etc. Donc, je trouve que il y a cette petite déconnexion-là. Maintenant, il faut avouer que le gouvernement aussi a hérité d'un très lourd passif. L'ancien régime a été dans une orgie des eurobonds, de l'endettement extérieur énorme, qui fait que le Sénégal doit payer 11 000 milliards sur 3 ans. Et pour ça, il y a de l'ingéniosité à avoir. Et moi, je crains
comme on a convenu avec mon co-débatteur, qu'à peu près c'est la même approche conceptuelle, c'est le même système, on va dire, et c'est le même logiciel. C'est le même logiciel encore qui est là. Que ce même système, ce même logiciel et ces mêmes hommes ne pourront pas, de mon point de vue, sortir le Sénégal du trou dans lequel ils l'ont mis. Parce que c'est des gens qui sont des fonctionnaires, c'est des gens qui n'ont pas vu autre chose, etc. Moi, je trouve que c'est incroyable quand même qu'on ait des gens qui nous aient prévu un budget LFI 2024 où ils disent qu'on va avoir un déficit de 3,9. Hein? Ensuite, on va avoir 3,9% du PIB. Hein? Qu'on va avoir des recettes de temps. Mais à la fin, à la LFR, vous savez combien les recettes, sur ce qu'on avait prévu, combien de recettes on a pu engranger? 61%. Donc il y a eu 39% de recettes en moins. Vous parlez du budget 2024. 2024, oui. Donc, il faut aussi qu'on interroge la sincérité, l'exhaustivité et la franchise des chiffres qui sont dans le budget. À part les dépenses, à part l'endettement, les ressources sont, de mon point de vue, souvent surévaluées. Et ça ne correspond pas. Parce qu'on ne peut pas prévoir un déficit de 840 milliards et se retrouver avec un déficit de 2362 milliards. Donc ça interroge. On ne peut pas aussi avoir un budget où vous prévoyez de faire de l'endettement en dollars sans avoir les instruments de couverture du risque de change. Sans avoir une salle de marché capable de vous hedger contre les risques d'échange. Et ça, il y a des Sénégalais qui ont l'expertise, qui ont la compétence sur ça. Parce que, quand même, 245 milliards sur le vent de risques d'échange, c'est quelque chose d'énorme. Ensuite, la politique sénégalaise ne peut pas continuer à être tout le temps du rafistolage, de la subvention, etc. Il faut de l'ingéniosité. Moi, je pense que la solution, c'est d'aller vers l'audace en réglant les choses et en jouant sur deux tableaux. D'abord, on regarde la dette intérieure qu'on libère, on restructure notre dette. Et il y a des moyens de restructurer la dette de l'État du Sénégal pour économiser quelque chose comme 500 milliards sur le quinquennat, en renégociant les taux, en regardant avec les créanciers, en étant beaucoup plus ouvert sur la communication et en rassemblant les différents instruments de suivi de la dette au Sénégal. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut que la machine économique du pays tourne. Si les recettes baissent de 840 000, les recettes c'est quoi? C'est la fiscalité, c'est les douanes. La fiscalité, quand vous prenez ça, c'est l'impôt sur les sociétés que payent les entreprises et l'impôt sur le revenu que payent les salariés. Quand les entreprises sont squeezées, très très pressurisées, pour tirer le maximum d'elles-mêmes, les entreprises licencient des personnes. Et in fine, l'impôt sur les sociétés baisse, donc il y a moins de collecte de l'État. L'impôt sur le revenu, parce qu'on a licencié des gens, baisse. Et c'est ça qui explique les choses. Il faut faire redémarrer la machine économique en injectant de la liquidité dans le marché, en faisant de telle sorte que les circuits économiques recirculent et en tablant sur la vitesse quantitative de la monnaie. Parce que le pays là, actuellement, Alassane, vous êtes bien placé. Actuellement, tout le monde vous dit que le pays, ça ne marche pas. Ouais. La monnaie ne circule pas. La monnaie ne circule pas. Les projets sont à l'arrêt. Ouais. Mais est-ce que justement, Birahim, le fait de faire démarrer les échanges de ressources naturelles avec le gaz et le pétrole qui a démarré déjà, est-ce que ça peut soulager un peu l'État? On l'espère. Maintenant, comme on dit, l'économie, ce n'est pas un bouton comment dire, on n'appuie pas sur un bouton et que les choses marchent. Il y a le temps de latence qu'il faut respecter. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse se lancer dans l'exploitation du pétrole et du gaz. D'ailleurs, les estimations étaient sous-estimées. On peut espérer avoir beaucoup plus par rapport à cela. Tout à fait. Mais je pense que il y a deux niveaux. Je pense que c'est important de constater les insuffisances du budget et des orientations qui sont définies. Il faut aussi constater qu'il y a une antériorité dans la gestion des affaires publiques de l'État qui font qu'on ne peut pas tout mettre sur leur dos. Par contre, on peut alerter et dégager des balises pour leur permettre de faire de bons choix. Aujourd'hui, je pense que c'est sur ce plan-là qu'il faut qu'on encourage les gens à savoir effectivement qu'il faut mettre l'économie en marche. Ils ont suffisamment mis l'économie à l'arrêt. Il faut que l'économie reprenne. Il faut qu'on ne regarde pas... Comment faire pour redémarrer l'économie? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire d'abord, c'est, je le disais tantôt, faire
une révision des instruments de soutien de l'économie. Ça, c'est un élément fondamental. On ne peut pas continuer avec le même système. Je suis d'accord avec lui quand il disait qu'on ne peut pas faire avec le même système, les mêmes hommes, les mêmes instruments. Il faut, ne serait-ce que pour démontrer l'existence d'un projet et d'une réflexion antérieure avant d'arriver au pouvoir, on ne peut pas venir et reproduire à l'identique l'ensemble des instruments qui existaient. C'est quelque part avouer en fait, une sorte de manque de vision politique fondamentalement. Et ça demande de faire bouger l'administration en ce moment-là. Ça demande changer beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes. En fait, le Sénégal a deux piliers dans l'administration. Il y a l'administration classique au niveau des ministères. Il y a tout ce qui a été créé comme agence, comme structure. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut surtout agir. Il y a de bonnes choses qui sont faites dans l'esprit, mais il est important de faire des réformes profondes à ce niveau-là. Il faut réorienter les ressources vers les acteurs de la société productive du Sénégal. Toute cette classe d'économie informelle aujourd'hui devrait être soutenue. Il faut lancer de grands projets sur le plan industriel. Il faut avoir de l'ambition. Les pays qui sont sortis de la pauvreté endémique sont les pays qui ont été capables d'investir sur des secteurs à forte valeur ajoutée. Quand Singapour en fait, quand la Corée du Sud réussit à avoir Hyundai, Samsung, LG, etc., c'est une ambition. Quand Taïwan réussit à avoir TSMC, c'est une ambition que ces pays-là ont mis sur la table. Et aujourd'hui, ce sont des pays qui fonctionnent. Aujourd'hui, il n'y a pas de vision. Et c'est là où moi j'ai toujours peur quand j'entends par exemple le mot benchmarking, parce que je dis on va nous demander d'aller regarder ce que les gens ont fait sans véritablement regarder sur nos capacités, ce qu'on a comme possibilité. Et aujourd'hui, il faut que le Sénégal puisse identifier des secteurs sur lesquels on a des avantages comparatifs, essayer de les exploiter sur le plan industriel et que cela puisse porter les fruits nécessaires. Aujourd'hui, c'est cette ambition-là, moi, que je questionne. L'arachide était une ambition, était un secteur qui pouvait faire pousser le pays à un moment. Je ne pense pas que l'arachide soit un produit sur lequel on peut avoir un effet de levier pour développer l'industrie de manière significative. Aujourd'hui, il faut avoir l'ambition d'être dans l'économie du savoir. On ne démontre pas cette ambition-là de profiter de l'économie du savoir. Aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de la création de logiciels, la création de ces devices, de ces instruments, de créer des startups qui soient importantes et d'avoir des entreprises industrielles de soutien à cela en fabriquant des composants électroniques et autres. Aujourd'hui, nous devons avoir cette ambition-là parce que la qualité de la formation au Sénégal est à ce point capable de fournir les ressources humaines nécessaires. Mais on ne fait pas ce qu'il faut dans ce cadre-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour booster l'économie, pour la faire redémarrer? Ça, c'est une très bonne question. D'abord, comme le dit très, très pertinemment M. Gueye, pour moi, il faut faire trois choses. La première chose, il faut dégrossir le mammouth de l'administration. Parce qu'au Sénégal, on a un gouvernement de 25 ministres, 6 institutions, mais on a 225 agences, sociétés nationales, sociétés parapubliques, etc. Donc, à quoi bon opter pour une rupture si on reconduit le même système? Parce qu'on n'a pas de digitalisation de l'administration. Tout à l'heure, M. Gueye a dit quelque chose de très pertinent. Il faut aller vers une harmonisation des instruments de financement et de soutien à l'économie pour les orienter vers les secteurs productifs. Parce que ce qu'on remarque, c'est que... Vers les PME, les PMI, les TPE. Mais bien sûr, parce que quand vous avez toute une myriade de sociétés qui se marchent sur les plates-bandes, les unes et les autres, une administration... un problème d'incohérence institutionnelle. C'est ça. C'est d'abord pour moi, d'abord, c'est une problématique de cohérence et d'harmonisation des acteurs sur un sujet pour que tout le monde regarde dans la même direction et agisse pour régler les soucis dans le même secteur. Deuxièmement, je pense qu'il faut un vrai patriotisme économique. Un patriotisme économique, c'est comme il l'a dit tout à l'heure, l'identification d'un paradigme, comme il l'a dit, le paradigme de la knowledge-based economy, une économie basée sur le savoir. Il a donné d'excellents exemples qui montrent
l'accord du Sud était comme ça avec le Sénégal en 1960. À un moment, ils ont investi dans le capital humain, dans le knowledge-based economy, et après, ils ont décollé. Ouais. Pendant ce temps-là, nous, on était dans l'arachide, comme vous le savez, etc. Le Sénégal était parmi les 10 meilleurs producteurs mondiaux, mais après, ça a chuté quand la Chine est entrée, etc. Donc, le truc de l'arachide, là, ça ne marche plus. Et chaque année, d'année en année, on injecte des centaines de milliards dessus. Ça ne marchera pas. Il faut sortir de cette économie rudimentaire. Et puis il y a beaucoup de Donc, Sénégalais, des jeunes patriotisme Sénégalais qui économique. sont très bons dans l'économie du savoir. Mais bien aujourd'hui. sûr, bien À travers sûr. le monde d'ailleurs. Non, partout dans le monde. Vous allez à la Silicon Valley, il y a des Sénégalais. Maintenant, quand Moi, je je dis veux dire, vous allez dans nos universités. Oui. Ici, au Et Sénégal, si- vous avez les toutes jeunes. les Mais compétences. bien La sûr, polytechnique, entre autres. mais il y a M. Cissé là qui était à Google, Ouais. au sens Moi, Google Cissé. Moustapha Intelligence. Cissé. Moi, si c'est- Moustapha Cissé, Ça, c'est- voilà, qui a été formé à l'UGB. Donc, pour ça, il n'y a pas de souci. Quand je dis patriotisme économique, ce que je veux dire par là, c'est que il faut que le pays ait des champions. Mais des champions, pas dans ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que ce qu'on remarque, c'est que chaque régime qui arrive a ses propres hommes d'affaires. Et les hommes d'affaires du Sénégal, les secteurs privés, doivent être la locomotive de ce développement. Mais en quoi faisant? Alassane, chaque régime qui vient, tu es mon ami, je te donne un marché de 5-10 milliards, mais tu fais que du trading. Tu achètes à l'étranger, C'est vraiment. tu mets ta marge extrêmement confortable, tu revends, tu as tes milliards que tu places en DAT et que tu restes. C'est ça l'économie réelle. Sans investir réellement. Sans investir. Et surtout, ce qui est le plus grave, vous savez, au Sénégal, on est 18 millions. Nous tous, on mange dans le plat des marchés publics. Les marchés publics, là, tout le monde mange dessus. Maintenant, le premier pas vers le patriotisme économique et vers l'industrialisation, c'est d'exiger à ce que le secteur privé sénégalais qui gagne ces marchés-là, qu'au moins une quote-part de leurs gains soit investie dans le repackaging, dans l'industrialisation. Je donne un exemple simple. L'année dernière, l'État a donné 77 milliards à des OPS, opérateurs privés semenciers, etc., pour la semence, pour les engrais et tout. Il y a des gens qui ont gagné des marchés de 5-10 milliards pour les semences. Et souvent, c'est des gens qui n'ont même pas de stock, qui n'ont pas de magasin, qui n'ont rien. Je te donne, et c'est un quota que le ministre lui-même dit. Les intermédiaires. Je mets Alassane Samba Diop, je te donne un quota de 100 tonnes et ça fait 5 milliards. Comme les DIPA, les fameux DIPA dans les N'importe ministères. quoi. Je te donne 5 milliards. 5 milliards, tu gagnes un marché de 5 milliards sur les semences. Mais l'année prochaine, je vais exiger de toi à ce que 20% de ton gain, 20% du marché, que ça soit investi dans 15 magasins de stockage. Au moins. Au moins, tu vas recruter Des gens. 500 personnes. Au moins, tu vas payer de la TVA. Au moins, tu vas faire des choses. Au Sénégal, on a chaque régime qui arrive, le régime de Wade, le régime de Macky Sall et même l'actuel régime, des gens qui gagnent des milliards, qui font des DAT dans les banques et qui sont là, Tranquille. absolument, et il n'y a aucune industrialisation. Ça, c'est le deuxième pilier du patriotisme économique. Et le troisième pilier, pour moi, de mon point de vue, qui permettrait au Sénégal de vraiment réorienter sa trajectoire. Et notre sous-développement, notre pauvreté n'est pas une fatalité. C'est le choix que nous faisons de privilégier la facilité sur l'effort, de privilégier le fonctionnement sur l'investissement. Et ce choix-là, malheureusement, Dieu est très juste. On ne peut pas courir vers un mur de fer, béton, acier, le heurter de plein fouet et après se dire « Oh, j'ai mal à la tête ». Ouais. Malheureusement. L'autre débat, la question peut-être c'est le discours du président. Mais j'ai vu qu'il a beaucoup insisté, le président Diomaye, sur les aspects de vivre ensemble. Est-ce qu'il c'est un constat qu'il y a une fracture au Sénégal qui fait que le président, à chaque discours, essaie de reparler de ce qui nous unit? Mais il faut le constater et le regretter. Effectivement, il y a une rupture au Sénégal du fait de ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Il y a eu une vraie rupture. Il y a eu du discours clivant de part et d'autre qui ont fait que certains Sénégalais ont considéré qu'ils ont des ennemis de l'autre côté et de part et d'autre. Et je pense que le président a quand même raison d'appeler à une concorde nationale. Maintenant, il faut une cohérence globale. Ce n'est pas, j'entends par exemple le débat autour de la nomination des membres du CNRA actuellement. Oui. Tous les Sénégalais méritent d'être nommés, qu'on ait été d'accord ou pas avec la politique
en fait, avec le parti PASTEF d'antan. Ce n'est pas parce qu'on était opposant qu'on n'a plus le droit d'être nommé dans une station ou une autre. Et je pense que c'est aussi un signe que le président est en train de faire, même si ça crée de l'incompréhension, des tensions au niveau interne. Je pense qu'il doit persévérer et faire en sorte que le Sénégal soit encore uni, un peuple, une nation et une entité globalisante. Et sur ces questions-là, il a parfaitement raison. Et je dis également que la persistance de ces journées de Set-Setal, quoique négligée parfois par certains, moi je ne pensais pas qu'on allait atteindre 8 éditions maintenant. Et hier ou avant-hier, en l'écoutant, il a l'ambition de continuer cela. Pour moi, ce sont aussi des moments forts, des moments de socialisation qui permettront au Sénégal de savoir qu'il y a une ambition qui est plus forte. C'est l'ambition de faire du Sénégal un pays prospère, un pays où les Sénégalais sont unis et regardent dans le même sens. La seule condition, c'est de réussir à avoir un levier économique suffisant pour porter tout cela, mais de mon point de vue, il est essentiel que le président continue d'appeler à l'unité, d'appeler à l'union, d'appeler les Sénégalais à accepter qu'il y a eu des tensions, il y a eu des difficultés, et apaiser le contexte. Maintenant, apaiser le contexte, c'est aussi, je ne suis pas politiste, mais faire en sorte de ne pas recréer de la discrimination, ne pas recréer des injustices. Je le dis ici, ce qui est en train d'être fait contre le maire Barthélémy Dias, ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer à empêcher aux Dakarois leur choix, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Ce sont les Dakarois qui ont choisi le maire Barthélémy Dias. Il faut que ce maire-là soit... reste à son poste et qu'il continue. C'est aussi ça, être en cohérence avec les discours. Oui, la cohérence entre le discours et les actes par rapport à ce qui est fait. Le président a plusieurs reprises a parlé dans son discours à la nation à 2 reprises, il est revenu sur le vivre ensemble, ce qui doit unir les Sénégalais. Comment concrétiser cela? Mais je m'inscris totalement dans ce que vient de dire M. Gueye, hein, notamment sur le sort qui a été réservé au député maire Barthélémy Dias. Je trouve que justement, le président, il a raison. Et moi, je soutiens le président à 100% dans sa volonté d'unir la nation. Parce que vous savez, rien n'est plus cher que l'unité et la concorde nationale. Absolument. Parce que le Sénégal est un pays merveilleux et il faut justement travailler d'arrache-pied à continuer à garder vraiment cette exception sénégalaise qui fait que nous avons plusieurs ethnies, nous avons plusieurs religions, mais on est un pays extrêmement harmonieux où il n'y a pas les pesanteurs sociales qui peuvent conduire au pire qui ont conduit au pire notamment dans d'autres pays africains. Donc cet appel à l'unité, à la concorde nationale du président est un excellent appel et moi je le soutiens à 100%. Effectivement, on vient... Parce que depuis 5 ans, on sait qu'il y a beaucoup de tensions. Le Sénégal a connu presque son affaire Dreyfus, qui a divisé le pays en deux, notamment l'affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. Et ça a créé et ça a cristallisé des rancœurs. Ça a polarisé les Sénégalais, même au sein des propres familles. Il y a des gens qui ne se parlent pas, qui se parlaient pas, parce qu'il y avait cette tension-là qui effleurait. Et surtout, cette tension-là aussi... a un lit. Le lit de cette tension, c'est aussi le développement extraordinairement phénoménal des réseaux sociaux, oui. Où on a maintenant on a des bêtises. On distille la haine souvent. Oui. On distille la haine. À partir d'un simple téléphone portable, je peux distiller la haine, la diffamation, la médisance et toutes sortes de méchancetés sur des gens d'ailleurs que je ne connais même pas. Donc c'est pour vous dire à quel point le tissu social sénégalais est extrêmement perforé. Que le président a raison de le recoudre et il a raison d'appeler à l'unité nationale et surtout à la concorde. Maintenant, comme l'a dit M. Gueye, après les paroles, il y a les actes. Oui. Il faut que le président se comporte comme un véritable père de la nation sénégalaise. Le Sénégal est très petit. On reprend l'exemple de Barthélémy Dias, de M. le maire. Barthélémy Dias, maire de Dakar, mais qu'est-ce que ça empêche au gouvernement de dérouler? Rien du tout. Il faut du gentleman agreement, du gentlemanship. Le Premier ministre pourrait sortir de la primature, marcher avec ces gens, aller voir le maire de Dakar. Vous dites, écoutez, aujourd'hui, le gouvernement vient vous rendre visite. En audience officielle, on se salue, on discute 30 minutes. Après, je dis, écoute, on a les JOJ là qui vont venir. Le gouvernement va travailler avec la mairie de Dakar
pour la réussite de cet événement-là qui transcende les clivages politiques. Et ça grandirait tout le monde. Et ça va saupoudrer de la paix sociale. Parce que le pays actuellement, déjà, tout à l'heure, on a alerté, on a mis tous les gros rouges là sur la situation économique. On ne peut pas se payer encore des tensions. Et moi, quand j'entends le fait que maintenant, on va aussi peut-être aller vers une rationalisation des partis politiques, etc. Pour moi, tout ça, c'est des choses qui peuvent continuer de faire bouillir la marmite. Pour moi, c'est le temps de l'économie, c'est le temps du développement, c'est le temps de la stabilité et aussi surtout le temps de la sérénité. Voilà. Bien dit, le temps que nous est parti est terminé. Merci infiniment à Birahim Gueye, professeur titulaire des universités, agrégé en sciences de gestion à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Seydina Aliou Ndiaye, économiste et consultant. À la technique, Birane Cissé et Charles Koulibaly. Bon dimanche à tous. lépp luy xibaar mën ngeen ko am ci iRadio. fu leen toll di toppandi